La défense avec les conseils de M. Moussa Dadis Camara. On va appeler Maître Almami Samori Traoré. C'est un grand honneur et un privilège dans ma jeune carrière d'avocat de plaider devant votre auguste juridiction. Je le dis, Monsieur le Président, honorable assesseur, parce que je ne suis pas un habitué des prétoires, normalement, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Monsieur le Président, je considère que plaider devant vous et vos assesseurs, c'est un honneur. Je sais pourquoi je le dis et vous le saurez un peu plus tard. Monsieur le Président, je prends la parole au nom du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, président du CNDD au moment des faits pour lesquels votre juridiction est saisie. Je voudrais, Monsieur le Président, honorable assesseur, remercier cet homme pour la confiance qu'il a placée à ma personne d'assurer sa défense et de l'assister dans le cadre de ce procès historique. Ça, c'est un privilège. Il y a énormément d'avocats en Guinée. Et ce choix, je pense certainement, il a réfléchi. Il est parvenu à cette conclusion-là. Je voudrais solennellement le remercier. Je rappelle qu'au moment où il était chef de l'État, j'étais encore à l'école de droit. J'étais en deuxième année droit, ce qui veut dire que ces événements se sont déroulés pendant que j'étais étudiant. Donc, si en ce moment précis, après que ces faits se soient déroulés, l'instruction terminée, qu'à 2 mois de l'audience du début de ce procès, que je sois constitué à côté d'éminents avocats. Pour moi, c'est un honneur et c'est un privilège. Je voudrais le remercier. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est aussi un honneur et un privilège d'être désigné comme celui qui va prendre la parole en premier pour assurer la défense du capitaine Dadis, dans son collectif d'avocats, je veux dire. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, que dans la tradition du barreau, l'humilité qui la caractérise, pour son sens d'écoute, pour, je veux dire, l'encadrement qu'il nous a donné à l'occasion de la préparation de ce procès. Je me souviens encore de notre voyage à Ouagadougou, où elle nous a accueillis dans une ambiance de convivialité et de confraternité qui caractérise cette noble profession qu'est la profession d'avocat. Je voudrais la remercier de sa présence à nos côtés. Je voudrais remercier également les autres confrères. Maître Dina Sampil, qui est un ancien bâtonnier, et dont l'honneur, la considération et l'intégrité a failli être mise en cause dans le cadre de ce procès par une personne dont j'aurai le temps, l'opportunité de m'expliquer sur ce qu'il représente et également ce qui
être la valeur des informations qu'il porte à la connaissance de votre respectable juridiction. Monsieur le Président, ce bâtonnier est pour nous un monument de par la connaissance du droit, de par son expérience et de par ce qu'il nous a appris dans le cadre d'un procès, et surtout dans le cadre de la préparation de ce procès. Je voudrais saluer le bâtonnier Medina Sampil. À côté d'eux, je voudrais remercier particulièrement celui que j'appelle affectueusement mon beau, Maître Pépi Antoine, qui a quand même été, bien que nous soyons opposés dans plusieurs procédures, mais voilà quelqu'un qui a le sens de l'avocat, qui a ce métier-là dans l'âme et qui l'exerce avec une telle éloquence, une telle intégrité que dans le cadre de ce procès, quand j'ai entendu certaines personnes dire le mêler à certaines situations, ça m'a fait mal. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et après, Maître Zokame qui a commencé cette procédure-là dès l'entame et qui a une connaissance parfaite de ce dossier et qui a accepté que nous venions à ses côtés pour assurer la défense du président Dadis. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rassurer le capitaine Dadis. Il a entendu beaucoup de choses. Des choses pas plaisantes. Des choses qui sont en porte-à-faux avec un procès juste et équitable, reconnu par tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. On a eu l'impression que c'est des adversaires politiques qui voulaient régler des comptes. Évidemment, c'est une occasion rêvée, puisque c'est la première fois que l'on est en face de nous un ancien chef d'État qui est venu à ce procès pour écouter, faire face à la justice de son pays. Jusqu'à présent, certains sont en train de courir. Cette impression-là, nous l'avons eue. C'est pourquoi nous demanderons au moment venu à M. le Président et à ses assesseurs de comprendre l'état d'âme du président Dadis. Lorsqu'il a failli parfois répondre à certains confrères de la partie civile, les déclarations qui se tenaient faisaient mal. On plaide pour le tribunal, pour asseoir sa conviction sur des éléments de preuve dont on dispose, tirés des faits de l'espèce, des faits, uniquement des faits. Il y a eu cette tentative d'humiliation d'un homme qui a présidé les destinées de la nation guinéenne pendant une bonne période, pendant 8 mois. Un homme par la signature duquel beaucoup de personnes ont été nommées à des fonctions de responsabilité. Il a été dit à cette audience qu'il nommait à des fonctions civiles et militaires. On a interprété que cela pourrait constituer ce que les adversaires appellent des actes constitutifs d'infraction. Nous y reviendrons. Mais je voulais mettre l'accent sur ça. Il doit être rassuré. Parce que ces avocats que nous sommes avions pris le temps nécessaire de préparer sa défense. Ces avocats sont les personnes
les seuls, en dehors du tribunal, sur qui il peut compter en ce moment précis, important dans sa vie d'homme, d'être humain. Je voudrais lui rassurer de notre dévouement, lui dire que nous sommes galvanisés, surtout après ce que nous avons entendu dans les plaidoiries de nos confrères de la partie civile et les réquisitions du ministère public. Nous étions très contents parce que nous savions que nous avons des arguments juridiques tirés uniquement des faits pour le sortir de là où il est. Ce n'est pas sa place. Et on vous le dira pourquoi. À côté de nous, Monsieur le Président, il doit compter sur votre juridiction, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance qui doit caractériser votre fonction. J'aurai le temps d'y revenir là-dessus. Ce procès est un cas d'école. Je sais de quoi je parle. J'ai mon idée sur notre justice. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rassurer nos confrères de la partie civile. Je voudrais les rassurer et rassurer également les représentants du ministère public qui nous ont interpellés sur des questions très essentielles. Des questions qui intéressent la vie humaine. Des questions qui intéressent la dignité de la personne humaine. Et surtout de la femme. Je voudrais, Monsieur le Président, en disant que les confrères de la partie civile, en nous interpellant, je ne parle pas du ministère public, parce que je sais distinguer les choses. Le ministère public, à l'égard des avocats que nous sommes, a eu une attitude assez courtoise, qui est conforme aux traditions des cours et tribunaux. Cette objectivité ou cette honnêteté intellectuelle me pousse à ne pas dire autre chose. Mais pour ce qui est des parties civiles, des confrères de la partie civile, certains confrères de la partie civile, on pensait que la défense a tenté de ridiculiser certaines parties civiles, voire même de les mépriser, Monsieur le Président. Un confrère de la partie civile est même allé jusqu'à nous traiter de saboteurs de ce procès, que nous avons tout fait pour bloquer la continuation de ce procès. Monsieur le Président, honorable associé, je voudrais lui rappeler à ce confrère que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdisent de lui répondre dans le même style. Il nous suffira simplement de lui rappeler que nous qui sommes aujourd'hui à la défense et eux qui pourraient, ou dans d'autres procédures, être à la même place que nous, et comme toutes les autres parties au procès, ce qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Chacun a ses approches, chacun a ses intérêts. La seule personne qui n'a pas d'intérêt dans ce procès, par rapport, quand je dis intérêt, je veux parler des intérêts opposés, la défense que nous sommes, la partie civile, qui représente effectivement des victimes, mais également le ministère public qui représente la société. Il n'y a que vous
Monsieur le Président, honorable assesseur, vous et vos assesseurs, et vous seuls qui n'avez pas intérêt. Nous tous, nous avons des intérêts à défendre. Mais dans tous les cas, il y a des faits qui sont soumis à votre juridiction. Chacun de nous a son appréciation. Chacun de nous peut faire de l'interprétation qu'il veut de ces faits-là. C'est pourquoi je disais que je ne vais pas répondre dans le même style parce que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdit de cela. Je voudrais quand même leur dire qu'ils doivent être rassurés, ainsi que le représentant du ministère public. Notre intention n'est pas d'humilier les parties civiles. Notre intention n'est pas de perpétuer la douleur qui est celle des victimes. Je parle ici des vraies victimes. Et je pense qu'en le disant, on devrait me comprendre. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont été effectivement victimes qui ont droit et qui méritent effectivement notre compassion. Parce que ce sont elles qui ont subi des préjudices. Et pour la réparation de quel préjudice, elles sont venues effectivement demander des choses au tribunal. Et quand je parle des vrais, ce travail de décantation appartiendra à M. le Président et à ses assesseurs. Beaucoup de choses ont été racontées ici. Ces éminentes personnalités qui président ce tribunal criminel savent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est de cela dont il s'agit. Donc notre intention est loin de là. Nous voulons simplement les rassurer. Et nous voulons, Monsieur le Président, honorable assesseur, nous comprenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la soif des parties civiles d'obtenir justice. Et c'est normal, nous en convenons. Nous voudrions les rassurer. Notre rôle dans cette procédure, en tant qu'avocat, c'est de démontrer, sur la base des faits discutés ici, et sur la base des arguments juridiques pertinents, que le capitaine Dadis n'a rien à voir avec la commission des infractions commises au stade du 28 septembre. C'est la seule chose. Des personnes sont mortes au stade. D'autres ont été violées. D'autres ont été humiliées. Et nous, en le disant, nous profitons de l'opportunité, M. le Président, honorable assesseur, de présenter nos condoléances aux côtés du président Dadis, pour lequel nous renouvelons les condoléances aux parties civiles, aux personnes endeuillées qui ont souffert. Je dis condoléances renouvelées parce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a été dit dans cette salle que le président Dadis n'a jamais eu de compassion à l'égard des victimes. Cela a été rappelé dans cette salle. Le ministère public est allé jusqu'à dire que presque aucun des accusés qui n'a ressenti aucun remords sur le visage d'aucun des accusés. Il me suffit, Monsieur le Président, de dire, c'est pourquoi j'ai rappelé que je ne parlerai que des faits constants discutés ici et qui figurent dans les PV. Vous pouvez prendre le procès-verbal d'audition en qualité de témoin du capitaine Dadis, le procès-verbal d'interrogatoire au fond
Dans tous ces deux documents, Monsieur le Président, le capitaine Dadis n'a jamais pris la parole ou n'a jamais accepté de rentrer dans le fond de ses explications ou de son raisonnement avant de s'incliner devant la mémoire des personnes qui ont disparu. Avant de présenter ses condoléances. Ce sont des faits qui sont au dossier. Parce que les 2 PV dont je parle sont des pièces du dossier. Moi, quand je parle des pièces du dossier, j'indique la pièce. Contrairement à beaucoup de choses qui ont été racontées dans cette salle, et à beaucoup de choses qui sont dans l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction. Quand on veut incriminer quelqu'un sur la base d'une pièce, on doit citer la pièce nommément. Nous sommes des professionnels. Après ça, chacun peut se faire des opinions par rapport à ces faits-là. Mais quand vous dites des choses qui n'ont jamais été dites, ou quand vous dites simplement il ressort des pièces sans indiquer laquelle pièce il s'agit, vous êtes dans un exercice qui consiste à induire le tribunal en erreur. Ce n'est pas normal. Donc quand je dis renouveler les condoléances du président Dadis, ce renouvellement, c'est par rapport à cela. C'est parce qu'il en a été dit. Il a dit dans son PV d'audition de témoins et dans son PV d'interrogatoire au fond devant les juges d'instruction. Et il a retiré, Monsieur le Président, honorable assesseur, devant votre auguste tribunal, lorsqu'il a pris la parole pour faire sa déclaration, ou expliquer, ou donner sa part de vérité sur ces faits, sur ces événements. Que les victimes, Monsieur le Président, et les vraies parties civiles reçoivent par ma voix les condoléances renouvelées du président Dadis. Qu'il est à leur côté dans ces épreuves-là qu'ils ont subies et qu'il a réitéré d'ailleurs au lendemain du 28 septembre, 29 septembre, lors de la déclaration qu'il a eu à faire et qui a été projetée ici, à cette audience, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais cette fois-ci m'adresser à votre juridiction. Je le ferai à cet instant précis de mes plaidoiries et, bien entendu, à la fin de mes plaidoiries. Vous êtes 3 magistrats devant lesquels je n'ai jamais plaidé. Jamais. C'est la première fois. Et, comme je l'ai dit toujours, moi j'ai confiance aux magistrats. J'ai confiance aux magistrats. Parce que pour moi, les magistrats doivent, comme le disait le professeur Maurice Canto, doivent se hisser, pas à la hauteur de Dieu, mais au piège que les partis civils et le ministère public, à coup d'arguments, à coup de démonstrations juridiques, sur la base de faits et de preuves discutées contradictoirement devant le tribunal, vous induire en erreur. Je voudrais également attirer votre attention sur le piège que constitue, et j'insiste là-dessus, l'opinion publique. J'insiste là-dessus.
nous sommes dans un pays où, Monsieur le Président, un procès aussi sérieux, aussi solennel, parce que, il faut le reconnaître, c'est ce que je disais tout à l'heure au Parti civil et au ministère public, sont décédés ce jour du 28 septembre. Ce n'est pas un match de football qui se tient dans cette salle. Nous sommes en train d'écrire l'histoire judiciaire de notre pays. Ce n'est pas amusant. Il faut prendre position lorsque les responsabilités auront été établies ou situées par le tribunal où vous êtes. Évitez le piège de l'opinion, Monsieur le Président. Je vais le dire un peu plus tard, car votre juridiction n'est pas une assemblée parlementaire où on règle les comptes politiques. Tout ce qu'on ne peut pas dire à un chef d'État, dehors, quand on est dehors, sont permis. Mais ici et maintenant, c'est solennel. Ici, c'est la recherche de la vérité, de l'histoire de notre pays, de ce qui s'est passé réellement. Je pense que les partis civils, les victimes et la société tout entière n'ont même pas intérêt que quelqu'un soit condamné ici à tort. Votre mission est le devoir de l'État. C'est pourquoi je refuse, contrairement aux autres personnes, je refuse catégoriquement de dire à l'État merci. Non. Et j'ai mes raisons. Parce que pour moi, organiser un procès, c'est le rôle régalien de l'État. S'il ne l'a pas fait, on peut le lui reprocher. Mais s'il le fait, on n'a aucune raison de lui dire merci. Je suis désolé. Je ne suis pas quelqu'un qui a de dire que je remercie Paul ou Pierre pour avoir organisé ce procès. Dans tous les cas, cette infrastructure-là, il a existé. Si on a pu organiser le procès le 28 septembre 2022, c'est qu'il y avait une infrastructure qui était déjà là. L'instruction était terminée, donc l'État fonctionnait. Monsieur le Président, en m'adressant à votre juridiction, je voudrais, avec votre permission, rappeler les propos tenus par M. Koune Tafoussé, qui est juge président à la Cour pénale internationale, à l'ouverture du procès de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Cet éminent magistrat, Monsieur le Président, a rappelé ce qui suit. Il n'est pas un procès à la Côte d'Ivoire, ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur de crime. Il poursuit. La tâche de cette chambre, donc sa juridiction, est de vérifier sur la base des preuves que les parties et les participants soumettront à la Cour pour son évaluation. Si les charges formulées par le bureau du procureur sont bien fondées ou pas, je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement par la loi. Il dit ceci enfin, et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Fin de citation. C'est ce que cet éminent
cet honorable magistrat a rappelé aux deux accusés qui comparaissaient devant lui. Pour lui, ce n'est pas un procès de la Côte d'Ivoire. C'est un procès de deux individus qui ont été déférés devant sa juridiction. Lui juge, ce n'est pas lui qui a mené les enquêtes. Non. Par conséquent, il n'a pas d'obligation de résultat. Lui, ce sont des faits qui lui ont été soumis. Ce sont des preuves qui lui ont été soumises par les parties au procès. Son rôle, c'est d'évaluer, au regard de la règle de droit, des faits. Est-ce que c'est fondé ou pas? Est-ce que ça suffit pour condamner quelqu'un pour crime contre l'humanité ou pour responsabilité de commandement? C'est ce qu'il a voulu rappeler. Je suis convaincu, Monsieur le Président, et je crois que c'est l'avis de tout d'un citoyen lambda que M. Laurent Gbagbo, en comparaissant devant les juges de la CPI, se disait, mais, et comme il le disait avant, que cette juridiction a été créée pour les Africains. Ça veut dire qu'il n'avait pas confiance dans un premier temps. Mais ces propos de ce éminent magistrat lui ont donné une lueur d'espoir. Pour lui dire que ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Entre guillemets, si on peut instrumentaliser la justice là-bas, ce n'est pas le cas ici. Beaucoup d'observateurs disaient que si M. Laurent Gbagbo était jugé en Côte d'Ivoire, il serait condamné. Les Africains que nous sommes, il faut que nous nous départissons de cela. Monsieur le Président, pour revenir à cette procédure, je crois que, et tout le monde le sait d'ailleurs, que le président Dadis n'a pas attendu que le tribunal soit constitué, parce qu'il ne savait même pas qui va être les juges, quelles sont les personnes qui seront les juges et qui vont le juger. Le président Dadis n'a pas attendu cela. Il ne l'a pas attendu. Il a souhaité que ce procès se tienne. Et je me rappelle l'une des interviews de l'ancien ministre de la Justice, Cheikh Sako. Je crois que c'était le jour même du procès, de l'ouverture du procès. Il a dit que le président Dadis m'a personnellement écrit pour que je puisse faire tout pour organiser ce procès. C'est l'ancien garde des Sceaux, à qui hommage a été rendu à cette audience pour son implication, pour que ce procès se tienne dans les meilleures conditions. Il a dit, le président lui a écrit, on comprend qu'il veut que le procès se tienne. Parce qu'on utilisait ce procès-là comme étant une épée de Damoclès sous sa tête. Mieux vaut en finir avec. Mieux vaut faire face à la justice de son pays. Mieux vaut avoir le courage de soldat qu'il est pour venir affronter, pour que le peuple de Guinée sache ce qui s'est passé. Donc il n'a pas attendu cela. Monsieur le Président, le souhait du président Dadis est que ce procès soit tenu dans les meilleures conditions, ce qu'on a vu jusque-là, et que le tribunal ne soit guidé que par la loi, non par aucune autre considération. Vous l'avez rappelé dans ce procès et à plusieurs occasions, que l'impartialité, la neutralité et l'indépendance de votre juridiction ne fera jamais défaut. Vous l'avez martelé à plusieurs reprises et nous y croyons.
Je disais que nous y croyons, Monsieur le Président. Vous avez toujours rappelé cela, vous dites ce tribunal n'est l'ennemi de personne. Ce tribunal n'a envoyé personne ici. Ce tribunal jouera son rôle d'arbitre. Et que le jour où ce tribunal ne pourra plus le rôle d'arbitre, le tribunal fera savoir et prendra la décision qui s'y est. Vous l'avez martelé tout au long de cette procédure. Ce n'est pas votre impartialité et votre indépendance qui, nous, Monsieur le Président, nous inquiète. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez que, malgré cette croyance, que je puisse placer ceci. Parce que ce procès, Monsieur le Président, se tient dans un contexte particulier, dans un contexte, dans une période où l'indépendance de notre justice est mise à rude épreuve. Et à bien des égards, Monsieur le Président, honorable assesseur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit ici, Monsieur le Président, honorable assesseur, que je fonde un espoir, mais aveugle au magistrat. Je le juge uniquement en fonction des actes qu'il pose. Je n'ai aucune raison, en tant que professionnel de droit, d'avoir un préjugé à l'égard de magistrats. Je suis quelqu'un qui n'a pas connu le stage ordinaire avant de devenir avocat. Moi, je suis venu directement de l'université. Donc, il y a des choses, quand on me dit, ou quand je vois ça, on me disait ça avant, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, le magistrat doit faire l'effort de se hisser à la hauteur de Dieu, même si ce n'est pas possible. Parce qu'il représente Dieu sur terre. Il n'est un secret pour personne, Monsieur le Président, que l'image de notre justice dont vous vous apprêtez à rétablir s'est dégradée ces dernières années. Elle est devenue méconnaissable. Aux yeux impuissants de Guinéens le plus respectueux des institutions de son pays. Moi, je crois à la justice. C'est pourquoi, quand j'écris, c'est fini. Hein. Moi, quand je pose des actes, ce qui me lie au magistrat, c'est sa décision. C'est ce que je viens faire devant lui, plaider, pas autre chose, considération. C'est pourquoi j'ai été choqué par certaines déclarations faites ici qui nous touchaient dans notre dignité en tant qu'avocat. Parce que j'appartiens au collectif du capitaine Dadis. Un collectif d'intégrité qui croit aux vertus du droit. Rien que du droit. C'est pour ça que nous ne parlons que du droit. Monsieur le Président, il faut qu'on l'admette. Et force est de constater que la faiblesse ou la fébrilité de nos démocraties en Afrique, c'est dû à la fébrilité de l'institution judiciaire ou à la faiblesse de l'institution judiciaire. Ces institutions, Monsieur le Président, se laissent affaiblir en s'accommodant aux mécanismes mis en place pour saper son indépendance à travers plusieurs procédés. Les magistrats, dans certains contextes, ont peur d'être renvoyés à l'intérieur du pays. Pour dire que si je vais à l'encontre, ou d'autres même pensent que qu'est-ce que l'exécutif va dire, qu'est-ce que tel va penser pour si je rends une telle décision. Comme le rappelait un ancien président de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire qui est décédé, il dit le magistrat, le juge, homme de droit, doit être droit. Il ne doit, en rendant sa décision, n'avoir de réflexe que la loi. Parce que dès que tu penses à autre chose, à ce que l'environnement va dire, à ce que l'autorité de nomination
va faire, mais vous n'allez jamais rendre une décision de justice saine, où vous allez être éventuellement dans le déni de justice. Donc, il y a ça, des suspensions qui sont à l'air, des renvois à l'intérieur du pays, comme si, quand on prête serment, l'on n'accepte pas de, l'on ne prête pas serment pour aller servir dans tout le pays, pour la République. On doit se départir de cela pour pouvoir y aller. Il appartient aux hommes de droit sur lesquels fondent les espoirs de nos démocraties, de nos institutions, de la survie même de notre nation, pour que l'Afrique puisse bouger. C'est pourquoi je vais vous rappeler une citation de mon admirable et distingué confrère du barreau du Sénégal, Maître Clédor Ciré-Ly, avec lequel j'assure la défense de certaines personnes injustement incarcérées. Lors de sa plaidoirie dans le dossier Khalifa Sall, il a dit ceci, Monsieur le Président, il dit « Juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. » Le magistrat doit être courageux. Parce que dans tout procès, les intérêts sont en jeu. Les intérêts. Rien qu'à voir l'acharnement de certaines parties civiles, qui on a l'impression parfois qu'ils défendent un parti politique. Mais on comprend parce que ce sont des leaders politiques qui ont dirigé la foule vers le stade. C'est normal qu'ils soient représentés. Il dit, juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. Il dit, pourtant l'Afrique dispose d'institutions juridiques mises entre les mains des juges auxquels l'on ne demande qu'une seule chose, le courage de les appliquer dans leurs pays respectifs. Il poursuit des principes, des controverses constitutionnelles et les principes et directives du droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à côté du Pacte international des droits civiques et politiques, sont plus que des instruments, ce sont des armes qui permettent aux juges d'émanciper la justice en Afrique. En jugeant sur la base des obligations internationales qui engagent son État, qui garantissent aux citoyens le droit à un procès équitable. Il poursuit en disant que s'il est vrai que la justice sera toujours un idéal pour l'humanité, ne cessera d'aspirer, il est tout autant vrai qu'il faut des sacrifices d'hommes de justice. Car il existera toujours des hommes et femmes qui abuseront de leur pouvoir pour manipuler et se servir de la justice sans jamais servir cette dernière. Il poursuit, Monsieur le Président, en disant que si l'Afrique ne peut encore compter sur ces hommes politiques qui ont des ambitions démesurées, inconciliables avec les aspirations des peuples, l'Afrique ne désespère pas de ses juges qui possèdent le pouvoir réel dont ils n'ont pas toujours conscience. Celui d'ordonner que l'on arrête ou que l'on libère. Mais faudrait-il que le juge fasse un choix irrémédiable dans l'exercice de son office, celui de soutenir le glaive de l'injustice et de l'arbitraire, ou celui de brimer l'âne qui opprime. Dans tout ce récit, ce éminent confrère insiste avec insistance sur le courage du magistrat. J'ai dit aux partis civils et au ministère public que ce n'est pas à eux de faire appel à votre courage. C'est à nous. C'est à nous de faire appel à votre courage. Parce que le client que nous défendons, le capitaine Dadis, est un symbole. On a même entendu dire des partis civils ici que même si on n'a que le capitaine Dadis, ça va.
Quel mépris! Quel acharnement! Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la justice qui est recherchée par ces partis civils. Ce qui est recherché, c'est la condamnation d'un ancien chef d'État. C'est-à-dire pour eux, si vous le faites, vous êtes courageux. Mais si vous ne souhaitez que ça, pourquoi vous avez envoyé les autres ici? Si ce n'était que pour ça, on n'aurait pas besoin de discuter des éléments de preuve et autres là. Donc quand c'est dit comme ça, c'est la première fois qu'un pays juge son ancien chef d'État. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Guinée pendant des années. Maintenant qu'on a un ancien chef d'État ici, voilà, c'est l'occasion rêvée. Quand même. C'est pas ça qui va permettre au tribunal d'entrer en condamnation du capitaine Dadis. Le tribunal va évaluer les preuves que vous allez lui soumettre en toute objectivité et en toute impartialité sur la base des règles de procédure établies à cet effet. Donc, c'est nous qui interpellons au courage. Et c'est pour ça que nous disons que la pratique judiciaire consiste à mettre tout sur le dos de l'exécutif. Même si je sais qu'il n'est pas étranger, il est toujours présent. Il est aux aguets. Surtout quand un magistrat a une décision qui ne lui est pas favorable et qui a la moindre occasion qui arrête là le pouvoir. Et le pouvoir que le juge dispose, c'est un pouvoir redoutable. Et ils doivent en avoir conscience que l'autorité de nomination là peut aller en prison à travers la signature simplement du magistrat. Parce que il rend sa décision non pas au nom de l'autorité de nomination, mais au nom du peuple de Guinée, qui inclut tout le monde, y compris toute autonomination. Monsieur le Président, honorable associé, à cet instant précis, vous êtes en situation de montrer au peuple de Guinée que, et aux autorités actuelles, que vous êtes un digne magistrat, vous et vos adjudants. Vous êtes des dignes magistrats. Que vous avez été magistrat par mérite, sur la base d'un concours national, suivi d'une formation, à l'issue de laquelle formation vous êtes affecté à des fonctions pour dire que le droit, rien que le droit. Vous êtes en passe de montrer que l'espoir encore existe en notre justice. Si le Sénégal aujourd'hui est en paix, c'est parce que l'institution judiciaire a pris sa responsabilité. C'est parce que le droit a été dit. C'est ce que je rêve pour mon pays. Parce que sans justice, sans la garantie d'une justice juste et équitable, nous on n'a rien à faire. Si moi je dois venir au procès, je sais que les dés sont pipés d'avance. Je sers à quoi? Mes clients vont venir me chercher pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous interpellons. Et l'espoir est encore en vous, parce que vous n'avez pas été choisi par hasard. Il y a une raison pour laquelle on vous a choisi. Monsieur le Président, honorable assesseur, comme je l'ai dit, je voudrais vous inviter à examiner avec objectivité, indépendance et neutralité les faits ainsi que les éléments de preuve qui ont été contradictoirement débattus au cours de ce procès pour aboutir à une décision juste qui garantira la paix. Qui garantira, j'insiste là-dessus, la paix. Parce que ce procès, au moins on est d'accord sur une chose.
Il n'y a pas de preuves présentées. J'aurai l'occasion, Monsieur le Président, au cours de ces plaidoiries, je ne manquerai pas de me prononcer sur ce que ce soit partie civile, que ce soit ministère public, appelle preuve dans les moindres détails. Et je le ferai sur la base de textes que nous avons, Monsieur le Président, et sur la base des jurisprudences que je vais produire à l'appui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous décline à présent les axes de mes plaidoiries après ces propos liminaires. Je vais rappeler les faits. S'il y a une chose dont je suis d'accord avec la partie civile ou certaines parties civiles qui disaient que dans ce procès, chacun a ses faits. C'est vrai. Chacun a ses faits. Moi, les faits qui me concernent, ce sont les faits. C'est que mon client, le capitaine Moussa Dadis Camara, a fait avant, pendant et après les événements du 28 septembre. C'est ça les faits. Ce qui s'est passé au stade, je ne vais pas parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. En ce qui concerne mon client. Je peux comprendre que les partis civils en parlent. Parce que leur client y était, ou d'autres confrères, peut-être de la défense. Mais moi, je ne peux pas parler du stade du 28 septembre. Pourquoi je vais parler de ça? Mon client n'y était pas. Je ne peux pas. Donc les faits sont ce qui concerne mon client. Je rappelle la procédure parce que elle me sera utile dans la discussion des points de droit qui ont été développés par nos adversaires. Je parlerai, Monsieur le Président, de l'inexistence et la non-imputabilité des infractions poursuivies à l'égard du capitaine Dadis, selon l'ordonnance de renvoi, et sur la base des faits qui ont été discutés à cette barre. J'ai prévu une reconstruction des prétendues preuves brandies par l'accusation. Et enfin, je vais me prononcer sur la fameuse question de la requalification, que certains appellent question qui fâche. Ça irrite même. Mais je vous dirai pourquoi. Et avant d'en arriver là, je voudrais simplement le rappeler que sur cette question, Monsieur le Président, honorable assesseur, les arguments de la défense ont évolué avec pertinence et clarté. Nous vous produirons au cours de nos plaidoiries des jurisprudences sur la question. Parce qu'on le sait que notre code de procédure pénale, quand vous regardez là-dedans, il est très pauvre sur la question de la requalification. Et la seule référence jurisprudentielle sur la question dans notre pays, c'est l'arrêt de la Cour suprême. Il n'y a que ça. Il n'y a aucune autre référence jurisprudentielle. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance, d'après mes lectures. Alors, Monsieur le Président, honorable associé, les faits tels que vécus par le capitaine Dadis, j'insiste là-dessus, les faits tels que vécus par lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, au décès du général président Lansana Conté, qui est intervenu à une période où il y avait une crise institutionnelle. L'Assemblée nationale, le mandat de cette Assemblée était arrivé à expiration, donc illégitime, du point de vue de droit ou politique. En même temps, le pouvoir exécutif fragilisé,
On se demandait qui gouvernait notre pays. On se rappelle encore les événements de janvier-février 2007 qui a connu beaucoup de morts au pont 8 novembre suite à une grève lancée par le syndicat et qui aboutit à la nomination d'un Premier ministre de consensus. Au décès donc du général, un groupe de militaires, en sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara, ont décidé de prendre le pouvoir pour conduire le pays vers une transition démocratique, éviter ainsi un chaos qui s'installe dans le pays. Je rappelle, et je pense qu'on me le permettra, parce que le ministère public a fait une narration des faits, tronquée, teintée de contre-vérité et de complaisance. Je n'en ferai pas autant. Je défends la vie d'un homme, sa liberté, qui a une famille qui a besoin de lui. Je ne ménagerai pas mes mots. Ils ont donc pris ce pouvoir, Monsieur le Président, sans effusion de sang. Aucun Guinéen, aucun militaire n'a perdu la vie à cette prise de pouvoir. Quand j'interrogeais ici l'un des leaders politiques qui est partie civile à ce procès et qui est l'actuel Premier ministre, je lui ai demandé qu'est-ce que vous retenez de bon du président Dadis. Les vidéos existent. Je ne parlais pas des choses qui n'ont pas existé. J'ai une conscience professionnelle. Il dit, ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang, ce qui est rare. Et qu'à côté, au Libéria ou d'autres pays limitrophes, il y avait des tensions. Et qu'un coup d'État qui intervient dans ce contexte-là dans notre pays et que aucun individu, aucun citoyen n'ait perdu la vie, que c'était effectivement un mérite. Il a eu, pour ce temps, cet instant où il le disait, l'honnêteté intellectuelle de l'admettre, bien qu'il soit partie civile. Je reviendrai sur d'autres de ces déclarations. S'il n'était pas partie civile, je n'aurais jamais parlé de lui. Mais je n'ai pas le choix. Donc, on doit, parce que le ministère public, dans la narration des faits, a essayé de dire que le capitaine Dadis et ses hommes ont rompu l'ordre constitutionnel, ont pris le pouvoir par effraction, et tout, d'accord. Mais il devait avoir au moins, je ne veux pas aller une autre expression, je vais dire que le ministère public devrait au moins dire que ce pouvoir a été pris sans qu'aucune personne n'ait perdu la vie. C'est un mérite. Ça veut dire que ce pouvoir-là ne pouvait pas avoir pour principe de gouvernance la destruction de l'espèce humaine, comme ça a été dit dans cette salle. Quand vous n'accédez pas au pouvoir à travers le sang, avec les mains, vous avez quel intérêt à gouverner avec ça? Vous n'avez aucun intérêt. Puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce contentieux. Puisqu'on lui a montré, aux yeux de toute l'opinion publique internationale, que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ça. Il a dit que quand il est parti à la RTG pour lire le communiqué, il a appris que en ville ici, je ne me rappelle pas de l'endroit, que certains éléments avaient été arrêtés. Il dit qu'il ne lit pas le communiqué, il faut qu'il vienne d'abord régler ça avant de repartir, pour éviter qu'il y ait des accrochages au sein de l'armée, pour qu'il y ait une unité. Ça, c'est le capitaine Dadis que nous allons vous présenter
à l'occasion de ces plaidoiries. L'unanimité donc s'est formée autour de lui. Il a été désigné pour diriger les destinées de notre pays pendant cette période transitoire. Quand il a pris le pouvoir, il a déclenché beaucoup de réformes, notamment la lutte contre la drogue et ainsi que d'autres criminalités financières. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que mon rôle, ce n'est pas de défendre un homme politique. Mon rôle, c'est de discuter des faits. Ce procès n'est pas un procès du CNDD, ni de la gestion du pouvoir du capitaine Dadis. Beaucoup de choses ont été rappelées. C'est pour dire, mais si on veut faire procès à une gouvernance, moi je connais beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses ici à la chute ou au coup d'État qui a été perpétré contre le président Alpha Condé. Beaucoup de choses ont été dites sur lui. Si on doit faire ce procès politique-là, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est le fait, 28 septembre. Donc, ces réformes, j'en passe, Monsieur le Président, honorable assesseur. La durée de la transition, c'était de 2 ans. Le capitaine, bien évidemment, a dit qu'il ne serait pas candidat, ainsi qu'aucun membre du CNDD et les autres. Monsieur le Président, honorable assesseur, en avril 2009, je crois que lors de son passage au Boulbinet, parce que ça a été utilisé autrement dans le cadre de ce procès, on est en avril, et les événements se sont déroulés en septembre. Et que c'est à cette occasion que le président a déclaré un discours en mettant en doute sa candidature. Certains ont estimé qu'il fallait se préparer parce que c'est une lutte politique. Les hommes politiques, comme l'a rappelé ici Maître Diakité, n'ont pas la même perception des choses que nous. C'est différent. Eux, ils veulent aller à l'abbé. S'ils doivent finir avec leurs propres militants pour y aller, ils le feront, sans hésitation. L'homme politique, il le fera. Ce n'est même pas son problème. Alors, je lisais la dernière fois un passage dans le livre de Yamoussa Sidibé, lorsqu'il disait que le président Dadis disait qu'il était acculé de part et d'autre, de par ses proches, des leaders politiques. Les uns disaient qu'il faut se présenter, les autres disaient de ne pas le faire. Il était dans ce enclos-là, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et le Tibou Kamara a dit ici que le président a beaucoup de conseillers, il y a plusieurs qualités, il reçoit des informations de part et d'autre, et la décision lui revient à lui seul. Parce que c'est lui Dieu a voulu que c'est lui qui a la destinée du pays. Dans tous les cas, dans ce livre, il a dit que j'ai toujours, à chaque fois que je parlais, je mettais la question en conditionnel. Et effectivement, le discours qu'il a tenu au Boulbinet, il a dit si je veux, je serai candidat. Si je ne veux pas, je ne le serai pas. Cela a suffi pour prétexte pour organiser une manifestation à l'échelle nationale. Je vous dis, il faut se méfier des hommes politiques. Et je vais revenir sur ce que M. Baouri a raconté ici autour de cette question-là. Le président Dadis s'est rendu donc à l'abbé sur invitation des sages de cette localité où il a tenu un meeting au stade de l'abbé. Monsieur le Président, pour reprendre un homme politique guinéen qui, en s'adressant aux journalistes, qu'on dirait que c'est une mousse qui les a piqués. Parce que le président Dadis
était déjà populaire au sein de l'opinion, parce qu'il ne s'est pas comporté comme certains le font. Parfois, lui-même, il conduisait sa voiture. Ça veut dire beaucoup plus près des populations. Dans un pays où on a fait le culte de la personnalité en principe de vie, les gens voyaient ça autrement. Donc, un président qui conduit sa voiture, c'est normal qu'il soit populaire, que les gens viennent avec lui. Donc, le stade du 28 septembre, le stade de l'Abbé était plein, a craqué, et l'opposition a considéré que c'était l'un de leurs bastions, et qu'il fallait lui répondre. Il n'y a rien d'autre, hein. C'est pour ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. C'est rien d'autre. Donc il fallait, et Baour l'a dit, il fallait démontrer que quand tu es avec l'aveugle, il faut qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste. Il faut que nous aussi, on fasse une démonstration de force pour montrer à l'opinion internationale, non, ce n'est pas que le capitaine Dadis qui a une légitimité, il a aussi quand même des leaders politiques ici qui ont une légitimité et qui ont quelque chose à démontrer. C'est dans ce contexte. Parce qu'ils l'ont dit ici. Il a été dit que le capitaine Dadis a qualifié les leaders de faux leaders. Vous pensez que ça, c'est un élément constitutif d'infraction pour lequel il est poursuivi ici? Faux leader. Mais, quand même, ça a été dit ici, il a dit là, non, c'est des faux leaders. Je vais vous montrer à quelqu'un qui n'est pas légitime, il va se défendre, il va montrer. Ce sont des gens qui voulaient, parce que Thibou l'a dit ici, son fauteuil. Et comme l'a dit un leader politique devenu ministre, qui dit, bon, certains ont pensé que la transition, c'est d'enlever quelqu'un dans le fauteuil et faire asseoir d'autres. C'est M. Baouri qui l'a dit. C'est aujourd'hui qu'il a compris ça. C'était lui le président du comité d'organisation de cette manifestation-là. Il était partie civile. Il a pris la responsabilité sur lui de venir à cette audience faire des déclarations. Et je parlerai de lui jusqu'à la fin de mes plaidoiries. Donc, à son retour de l'Abbé, mais avant ça, quand vous regardez le rapport de la Commission nationale d'enquête et même la Commission d'enquête internationale, vous verrez que il est dit dans quelles conditions les préparatifs du 28 septembre ont eu lieu. Les manifestations en Guinée, mais c'est une manne financière, mais c'est de l'argent. Si vous voulez, les gens veulent manifester ici, c'est de l'argent qu'on prépare. L'idée, c'était de défier l'État. C'était ça l'idée. Mais malgré ce contexte-là, l'État quand même avait pris des mesures, dont je vais revenir un peu plus dessus après. Quand le président a pris, dans la nuit du 27 au 28, que les leaders politiques tenaient à manifester, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cherché immédiatement à rentrer en contact avec M. Sidia Touré, le président de l'Union des forces républicaines, avec qui, il faut le rappeler, il avait des relations cordiales. Je le dis pourquoi? Parce que lors d'une déclaration au Palais du Peuple, c'est en ce moment il avait dit à Sidia Touré, vous pouvez être mon conseil économique, parce qu'il appelait les leaders politiques pour qu'ils donnent leurs propositions par rapport à comment le pays va être géré. Donc il avait cette harmonie-là, cette complicité avec monsieur Sidia Touré. Il a donc pris le téléphone de M. Thibou Camara et je suis convaincu que quand j'ai posé cette question au président, il disait que non, mais je ne savais même pas que c'était Thibou. Ça veut dire qu'il ne se rappelait même pas du téléphone de qui il avait pris pour appeler. Donc il a pris, il a pris le téléphone pour joindre M. Sidia Touré pour lui demander deux choses. Deux choses. Premièrement,
de délocaliser, d'accepter de reporter la marche au 29. C'était une prière. Accepter de reporter au 29. Et accepter en même temps de délocaliser au stade de Nongo. Mais c'était une démonstration de force. Mais on peut le faire là-bas. Les politiques, c'est ça. Le capital d'un homme politique, c'est la masse. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous autres? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en eux. Donc, il fallait faire cette démonstration de force. Sidya Touré, disant qu'il ne peut plus joindre les autres leaders politiques, et finalement, la conversation s'est interrompue, et Thibault l'a dit ici à cette audience, ils l'ont rappelé. Et finalement, ils ne l'ont plus eu. Paradoxalement, c'est les déclarations de M. Thibault Camara qui sont au dossier, et il est venu ici. Au même moment, quand je lui ai posé la question ici, est-ce que vous avez essayé de joindre d'autres leaders? Au même moment, il dit oui. Il dit mais les téléphones étaient déjà éteints. Au même moment. Parce qu'il savait que le président allait chercher à joindre d'autres leaders. D'autres leaders. On dirait que si on ne manifestait pas ces jours-là, c'était la fin du monde, quoi. Alors, donc, les leaders politiques n'ont pas accepté. Et Baouri l'a rappelé ici que quand il est parti, parce qu'il était question de se retrouver sur Jean-Marie Doré, où les leaders religieux devaient continuer la médiation. Et là-bas, Sidya Touré a dit que le président a essayé de les joindre. Il dit, mais la conversation a été interrompue. Donc, il a donc prié les forces vives qui n'ont pas voulu de repousser la manifestation ou de délocaliser, parce que le stade était fermé à l'époque, et ça, la preuve a été rapportée à cette audience-là. Parce que la Guinée devait jouer avec le Burkina Faso. Donc il fallait mettre le stade en état pour qu'on puisse faire. Est-ce que dans ce contexte-là, raisonnablement, pour quelqu'un qui est de bonne foi, est-ce qu'on peut tenir un meeting dans un contexte pareil? Aujourd'hui, on est l'actualité. Et Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, le Syrie national va jouer au Maroc, dans un stade. Parce que nous, notre stade ici, ce n'est pas homologué. Ce n'est pas une fierté d'un pays qui a été dirigé par le président Ahmed Sékou Touré. Cette fierté d'être guinéen, ce n'est pas notre fierté, ça. Donc, c'était dans le même contexte. Donc, il fallait mettre le stade dans des... C'est comme si aujourd'hui, les opposants disent, ou bien les leaders politiques disent, bon, on veut manifester au stade de Nongo. Vous pensez que l'autorité acceptera ça? Non pas parce que vous manifestez contre moi, mais on vous dira, mais il y a un autre endroit peut-être où il faut manifester, même si aujourd'hui tout le monde est cloîtré dans son siège. Le principe de liberté, d'association est bafoué. Vous ne pouvez même pas manifester ailleurs. À plus forte raison, un stade qui est en rénovation. Vous pensez que dans ce contexte-là, aujourd'hui, si on répétait l'histoire, que cela aurait été possible? Non pas parce que le président actuel serait de mauvaise foi, mais parce qu'un homme responsable, il ne l'accepterait pas. Parce qu'il dirige quand même une république, un pays qui a des normes. Ce n'est pas une jungle où on peut faire ce qu'on veut parce qu'on veut défier l'autorité de l'État. Parce que quelqu'un, on soupçonne, on suppose que l'intéressé dit que je vais être candidat, ben il fallait... Le stade de la rénovation, la Guinée ne joue pas ici. La dernière fois, j'ai vu un jeune dire que mais quelle fierté vous avez, alors que notre pays est en train de jouer au Maroc. Pourquoi? C'est dans ce contexte. Je parle de faits. Ce sont des faits, ça. Ça s'est passé parce que ce sont les deux propositions qui leur avaient été faites. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, donc, ils ont choisi cette date-là, qui nous est chère à tous, 28 septembre 2021.
2009 pour marquer leur opposition ou faire leur démonstration de force à la communauté internationale. Alors, les leaders n'ont pas voulu et l'appel aura été vain. Ils ont décidé de descendre dans la rue avec les manifestants. Mais avant, Monsieur le Président, l'État républicain, l'État responsable, avait pris une série de mesures. Et ces mesures étaient des mesures préventives, des mesures, Monsieur le Président, de police administrative qui relèvent, bien entendu, des autorités, des polices administratives. Ce sont ces mesures qui ont été prises. Parce que, je reviens là-dessus, pourquoi j'explique les faits en détail? Parce que, pour moi, la démonstration juridique qui est la plaidoirie doit être fondée sur la confrontation des faits au droit, qui permettra au juge de rendre une décision. Pas de spéculer. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la démonstration juridique. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'il a été dit ici qu'aucune mesure n'a été prise. Et au même moment, on dit oui, le président Dadis, c'était le commandant en chef de force d'armée, c'était le chef de l'État. Donc tous les péchés d'Israël, il faut qu'on lui attribue. Il n'a rien fait, il n'a pris aucune mesure. Il a failli partout, pour reprendre les propos de mon grand frère. Mon grand frère Gassimou, c'est lui, j'ai reçu beaucoup de choses de lui. Bon, aujourd'hui j'ai pris la permission avant de venir plaider ici, parce que la charte des Kouroukan-Foucault impose à ce que les jeunes puissent respecter les aînés. Je vais le faire avec un style approprié, pas celui utilisé par le confrère de la partie civile. Parmi les mesures prises, le gouvernement a fait un communiqué interdisant toute manifestation le jour du 28 septembre. Ce seul jour, nous vivons dans un contexte d'interdiction générale et systématique de toute manifestation. Maintenant là. Mais lui, le péché de son gouvernement, c'était d'interdire le seul jour-là. Le seul jour-là. Mais après, moi, je me pose la question, pourquoi Dadis? Pourquoi lui? Pourquoi? Même ce qu'un procureur de la République doit faire, on dit non, il n'a rien fait pour qu'il le fasse. Mais un procureur de la République qui constate la commission d'infractions, les infractions qui ont été commises au stade, qui n'était pas au courant de ça? C'est même pas loin du tribunal de Dikin. C'est-à-dire qu'il y a dit au procureur de ne pas engager des poursuites. Nous y reviendrons. Donc il y a un communiqué interdisant le seul jour-là, Monsieur le Président. Après, le chef d'état-major général des armées a confirmé ici, le général Sano, le casernement des militaires décidé par le président via son ministre de la Défense, qui a instruit à son tour le chef d'état-major général des armées, qui a présidé une réunion à cet effet avec ses hommes et sa hiérarchie. Il a dit ici, il dit que lui, il ne recevait pas d'ordre directement du président Dadis. Nous allons revenir là-dessus sur la chaîne de commandement. Je crois que Maître Jokame fera une démonstration sur la question. Il dit qu'il recevait des ordres directement du ministre de la Défense. Ça veut dire que le ministre de la Défense était dans cette délégation du pouvoir du chef de l'État et qui avait tout à fait donné des instructions au chef d'état-major général des armées pour caserner tous les militaires. À votre avis, puisque ce procès est tenu devant l'opinion publique nationale et internationale, Monsieur le Président, honorable assesseur, à votre avis, pourquoi un État sérieux déciderait de caserner les militaires le jour d'une manifestation? Pourquoi?
C'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, honorable assesseur, que votre tâche, elle va être difficile. Elle va être difficile parce que les uns et les autres l'ont dit que vous êtes jugés non seulement par nous ici, mais par l'opinion publique. Pourquoi un État républicain le ferait? Pourquoi? Caserner les militaires en prélude d'une manifestation interdite. Monsieur le Président, tous les officiers qui se sont succédés ici ont dit que des consignes fermes ont été données à la hiérarchie militaire, aux militaires, que la manifestation ne sera, l'interdiction, le principe de l'interdiction ne sera appliqué que par la police et la gendarmerie, qui devait être, ou qui a été déployée dans les grands carrefours pour empêcher tout regroupement et disperser les manifestants, à travers bien sûr les armes conventionnelles, donc les grenades lacrymogènes et autres. À cet effet, la police avait posté un dispositif de 1200 agents et la gendarmerie 1270 hommes. Ce sont des faits qui sont au dossier. Je n'invente rien. Au-delà de ça, Monsieur le Président, parce que je suis dans les mesures préventives de la manifestation, on dit qu'il n'a rien fait. La note de service en date du 11 septembre 2009, prise par le directeur général du stade, portant fermeture du stade du 28 septembre en vue des préparatifs du match Guinée-Burkina Faso. Cette note-là existait, c'est au dossier. Mais on dit là-bas, il faut tenir la manifestation de là-bas. Ça veut dire qu'on était prêt déjà à la confrontation. Les leaders politiques qui sont partis civils là, qui d'entre eux accepterait ça? Qui? J'ai posé la question ici à M. Baouri. Il dit, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il dit, non, quand tu estimes qu'une stratégie n'est plus adaptée et autre là, donc il faut la changer. Et ça se comprend. Ça se comprend. Et la dernière fois, j'ai entendu également M. François Le Sonifal dire que l'actuel Premier ministre a dit, c'est parfaitement dans quel contexte les événements de 28 septembre sont intervenus. Il rappelle ça à son collègue parti civil. Ils étaient tous là-bas parce que c'est eux qu'il sait et que tout ce qui arrivera, il en prendra la responsabilité parce que c'est lui qui parle de glissement de calendrier. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis en train un peu de confronter les faits qui ont été discutés ici à la personnalité des personnes qui se prennent comme étant des partis civils. C'est pourquoi je dis que j'ai énormément de respect pour ces victimes. Énormément de respect pour ces victimes. Je suis très touché par ces jeunes, par ces dames qui ont été victimes de ces atrocités-là. Si elles savaient quelle est la mentalité réelle d'un homme politique, je sais ce qu'elle aurait fait. Ces jeunes gens qui ont perdu la vie. Monsieur le Président, la note de service du ministre, du directeur du stade a été confirmée par une note par le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Emploi jeune. Il est venu ici, M. Istokera. C'est un témoin. C'est un témoin du parquet. Je vais revenir sur la question des témoins. Vous savez, il y a un procédé par lequel vous laissez l'accusation avec ces témoins. Si les témoins de l'accusation ne sont même pas suffisants ou pertinents pour étayer leur accusation ou pour asseoir la conviction du tribunal, moi, avocat de la défense avec mon client, je vais chercher quel témoin. Témoin de quoi? C'est pourquoi le capitaine Dadis, on n'a jamais présenté le témoin. On n'a pas besoin.
Si vous prenez des témoins que vous considérez à charge, qui viennent ici, décharger nos clients. Nous, on fait quoi? Monsieur le Président, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, a interdit toute manifestation à caractère politique sur toute l'année du territoire national jusqu'au 2 octobre 2009. À la même date, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre de la fonction publique et de l'emploi jeune a déclaré la journée du 28 septembre férié, chômé et payé sur toute l'année du territoire national. J'ai entendu ici que le 28 septembre n'a pas été un jour férié, c'est vrai. Vous savez, les faits, il ne faut pas les tronquer. Quand c'est vrai, il faut dire. Chacun doit être sincère. C'est comme les témoins qui viennent ici. C'est ça la sincérité. Oui, mais l'autorité administrative a décidé de déclarer ce jour-là férié, chômé et payé. C'est clair que si un décret ou un arrêté est pris aujourd'hui pour dire que demain c'est férié, ce procès-là ne se tiendra pas. Les gars ont considéré que ça, c'est notre crime. Malgré ces mesures prises par l'État républicain, les manifestants dirigés par les leaders politiques ont bravé l'interdiction, d'où les événements malheureux du jour fatidique du 28 septembre. Informés de la situation, pendant que les actes, les faits étaient déjà accomplis, j'insiste là-dessus, le président a immédiatement instruit son ministre de la Santé publique de prendre en charge tous les blessés dans les hôpitaux publics et au ministre de la Défense et des Finances débloquer des finances à ce fait. Ces instructions ont été suivies des faits quand le ministre des Finances d'alors a débloqué une somme d'1 milliard de francs guinéens pour le soin des personnes qui ont été blessées. Le même jour, Monsieur le Président a, sur les ondes de la télévision nationale, et nous avons fait projeter cela à l'audience ici, une adresse à la nation. Voilà une autre, quelque chose qui m'a encore dérangé. On va vous interrompre. Ok. L'audience est suspendue pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président.